Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va présenter la fin du corrigé de l'exercice qui porte sur le climatiseur qu'on a commencé hier en TD. Je vais repartir après une brève introduction. Je vais partir de la je vais repartir de la question E et donc on va présenter le corrigé des 7 dernières questions de cet exercice. Alors pour nous remettre dans le bain, donc très important, le schéma du cycle. Et là, il faut essayer de mettre, un maximum, d'informations pour pouvoir exploiter au mieux le diagramme des frigoristes et ce schéma, n'hésitez pas à le compléter au fur et à mesure de la résolution de l'exercice. On avait identifié les sources chaudes et froides par un raisonnement, physique, dont le but a été de déterminer le signe des transferts thermiques dans l'évaporateur et dans le condenseur. Ensuite, on a déterminé que la transformation qui était, adiabatique et réversible, c'est-à-dire la transformation AB était isentropique. Ça, on a pu le mettre à profit, pour le tracé de la transformation AB dans le diagramme, isenthalpique. Et on a montré aussi que la transformation CD, elle était isenthalpique. Avec ici, il y a une clé en termes de savoir-faire, en tout cas un objectif, pédagogique, c'est l'utilisation du premier principe en système ouvert. Donc cette fois-ci, non pas sur l'ensemble du cycle, mais, localisé sur une transformation, c'est-à-dire localisé sur un élément actif. On avait obtenu pour chacun des 2 fluides, eh bien, le tracé du cycle dans le diagramme P et H, enfin P, petit h, donc ça c'est pour le fluide R22. J'ai renoté ici les éléments de la démarche qui m'ont permis d'obtenir ce tracé-là, pour ce fluide-là. Et pour le second fluide, il y a, c'est sensiblement la même démarche avec un point délicat pour ici le placement du point B, parce qu'on sait que d'une part que AB est une courbe isentrope, mais le point A n'est pas un point de départ d'une courbe isentrope. Alors on aurait envie de le placer ici sur la courbe de saturation, parce qu'ici on voit que on a S qui est égal à 1,70 qui semble être confondu avec la courbe de saturation, et en même temps on nous dit que de l'état B à l'état C, on va avoir un refroidissement préalable avant la liquéfaction. Donc ce qui me pousse à placer le point B, pas sur la courbe de saturation. Donc je le place un peu à droite de la courbe de saturation. Mais il y a voilà, il y a une incertitude sur le placement de ce point B. À la question D, on avait, exploité les diagrammes des frigoristes pour chacun des fluides, et donc on avait trouvé ceci avec des incertitudes pour certaines valeurs. Donc j'ai mis ici des environs, égales pour les différentes valeurs pour lesquelles j'ai procédé à une estimation de la grandeur thermodynamique. OK, et on en est du coup à la question E. Donc question E, on nous demande de calculer les transferts thermiques massiques sur chacune des 4 étapes pour les 2 fluides. Alors déjà, on peut dire que ce transfert thermique est nul pour les transformations AB et CD, puisque ces 2 transformations sont adiabatiques. Ici, c'est dit clairement, et ici, c'est contenu dans le fait que le détendeur a des parois qui sont calorifugées pour la transformation CD. Donc il nous reste à déterminer ces transferts thermiques pour les transformations BC et les transformations DA. Pour ceci, on va utiliser le premier principe en système ouvert pour les transformations BC et DA. Si on exploite le premier principe en système ouvert, donc delta petit h est égal à WU plus Q, puisque sur ces transformations-là, eh bien, on n'a pas de travail massique utile, parce qu'on dit que le travail massique utile est présent uniquement sur la transformation
AB, puisque c'est uniquement dans le compresseur qu'on va avoir des pièces mobiles, des pièces mécaniques mobiles. Donc par conséquent, sur les deux transformations là qui nous intéressent, BC et DA, on n'a pas de travail mécanique utile. Par conséquent, le premier principe en système ouvert s'écrit delta H est égal à Q, et delta H, ben, bien sûr, on peut l'exprimer comme étant H dans l'état final moins H dans l'état initial. Donc vous voyez que QBC est égal à HC moins HB, et que QDA est égal à HA moins HD. Une fois qu'on a écrit ça, c'est très simple. On utilise les valeurs numériques que l'on a déterminées, qui sont présentes dans les tableaux de la question précédente. Donc on a juste à faire l'application numérique et on trouve ces valeurs numériques-là, donc qui sont différentes d'un fluide à l'autre. Ici, pour valider ces valeurs, enfin du moins pour avoir un indice de validation de ces valeurs numériques, on va s'intéresser aux signes. Pour QBC, on s'attend à un transfert thermique qui va être négatif, parce que c'est le transfert thermique qui va être cédé à la source chaude. Et pour la transformation DA, on s'attend à un transfert thermique positif, parce que c'est le transfert thermique qui va être prélevé à la source froide. Et donc ici, c'est bien cohérent. Dans la question F, on nous demande de calculer le travail utile qui est présent uniquement sur l'étape AB. Y a-t-il un travail massique utile échangé sur les autres étapes? Eh bien, la réponse à cette question, c'est non, et la justification, c'est que sur les autres étapes, les, les organes, les éléments actifs considérés sur les autres étapes n'ont pas de pièces mécaniques mobiles. Et par conséquent, s'il n'y a pas de déplacement possible des systèmes, eh bien, par conséquent, il n'y aura pas de travail mécanique utile. Donc pour déterminer le travail utile sur l'étape AB, on repart de l'utilisation du premier principe en système ouvert, que j'écris bien ici sur la transformation AB, j'isole ce qui m'intéresse, donc WU, ça me donne ceci. Et puisqu'on nous dit que dans le compresseur, la transformation qui se déroule, elle est adiabatique, ben ça signifie que le transfert thermique, donc notamment massique, il vaut 0. Par conséquent, il me reste WU est égal à delta H massique est égal sur AB, pardon. Et ce delta H, c'est H final, donc HB moins H initial, c'est-à-dire HA. On fait l'application numérique à partir des valeurs qu'on a trouvées, qui sont répertoriées dans le tableau. Pour le fluide R22, on trouve 39 kJ par kilogramme, et pour le fluide R134A, on trouve 30 kJ par kilogramme. Au passage, le fait que ces transferts thermiques soient positifs, c'est cohérent, puisque le compresseur, il va fournir un transfert thermique au fluide, et du point de vue dans lequel on se place en thermodynamique, on se place du point de vue du fluide, ça veut dire que le fluide il va recevoir un travail mécanique utile. Donc s'il reçoit un travail mécanique utile, on s'attend à un travail mécanique utile positif, ce qui est bien cohérent. Alors là, l'énoncé nous dit que, si je relis la question, on dit de calculer le travail utile, ce qui sous-entend qu'il y en a qu'un. Donc a priori, ce qu'on va faire, puisqu'il n'est pas précisé qu'on doit calculer le travail en se plaçant en se plaçant dans le cas d'un fluide et d'un autre, on va supposer qu'on s'attend à trouver le même travail utile, qui est le travail qui va être fourni par le compresseur indépendamment de la nature du fluide. Par conséquent, pour la suite des applications numériques, on va prendre juste une valeur numérique. Donc je vais prendre la valeur numérique intermédiaire qui nous donnerait 34,5 kJ par kilogramme. Et comme on va travailler ici avec deux chiffres significatifs, ben je majore à 35 kJ par kilogramme pour le travail massique utile. Question G. Définir l'efficacité petit e du climatiseur et la calculer pour chacun des deux fluides envisagés. Et il faut commenter. Alors, ici, il faut qu'on parte de ce qu'on a vu, donc chapitre 25, sur la définition de l'efficacité pour un climatiseur, et il faut qu'on l'adapte à notre problème dans lequel ce qu'on a déterminé était de grandeur massique. Je repars du schéma de principe du climatiseur, et ici,
Donc l'efficacité, la performance pour une machine thermique, c'est toujours ce qui nous est utile sur ce qu'il faut payer, sur ce qui nous en coûte pour obtenir ce qui nous est utile. Ce qui est utile pour un climatiseur, c'est de prélever un transfert thermique à la source froide, donc ce qui est noté ici QF, et ce qu'on doit payer pour obtenir ceci, eh bien c'est un travail électrique. Donc ça nous donne QF sur W. Pour faire le lien avec les grandeurs massiques, on va diviser le numérateur et le dénominateur par la masse du fluide. Par conséquent, ça nous donne petit qf sur WU. Alors ici, WU, c'est ce qui correspond au travail qui va être reçu par le fluide de l'extérieur. Et ici, l'extérieur, ça correspond au travail électrique dont on considère que ce travail électrique, il va passer intégralement en travail utile fourni par le compresseur. Donc on a E est égal à QF sur WU, petit WU, et le transfert thermique échangé avec la source froide, on a montré dans la question A que ce transfert thermique-là, il était assimilé au transfert thermique échangé au cours de la transformation DA. Si je reviens ici, c'est au cours de la transformation DA qu'on a montré qu'il y avait un transfert thermique échangé avec la source froide. Par conséquent, l'efficacité s'écrit en fonction des données que l'on a, QDA, petit QDA sur WU. On fait l'application numérique. Alors on a pris un même, ici j'ai pris un même WU en accord avec ce que j'ai noté, qui valait 35 kJ par kilogramme, pour chacun des deux fluides, et pour le transfert thermique, pour la transformation DA, ça on le retrouve plus haut, on l'a noté ici dans la question E. On fait les applications numériques, et on trouve ces valeurs, donc 5,0 pour le fluide R22 et 3,8 pour le fluide 134A. On a des valeurs, donc ici, on a des rendements qui sont réels. Et ces rendements-là, ils sont bien dans l'ordre de grandeur des coefficients de performance énergétique que l'on a pour les climatiseurs. Une petite remarque, parce que ça nous est demandé, commenté, ben, il est plus intéressant économiquement d'utiliser le fluide R22 que d'utiliser le fluide R134A. Dans la question H, on nous demande de définir et pas de déterminer l'efficacité de Carnot du climatiseur et de la calculer en prenant pour température de la source chaude 33 degrés Celsius et pour température de la source froide 20 degrés Celsius. Et on nous demande de faire un commentaire. Donc on a déterminé cette expression dans le cours et on peut directement ici l'employer. Donc l'efficacité pour un climatiseur, l'efficacité de Carnot, c'est pour ça que je le mets un petit c, l'efficacité de Carnot pour un climatiseur est donnée par la température de la source froide sur l'écart des températures. On fait l'application numérique. Ici, attention, quand vous avez uniquement une température, il faut la convertir en Kelvin. Et quand vous avez un écart de température, vous pouvez, pour aller plus vite, laisser chacune des températures exprimées en degrés Celsius. Ça nous donne 23 à deux chiffres significatifs. Alors cette efficacité, on voit qu'elle est très élevée par rapport aux efficacités qu'on a ici. Mais c'est pas dérangeant parce que l'efficacité de Carnot, c'est l'efficacité théorique maximale. Donc ce qu'il faut vérifier et ce qu'il faut commenter, c'est vérifier que l'efficacité de Carnot est bien supérieure à ses efficacités réelles. Donc on a bien, pour chacun des deux fluides, E qui est inférieur à l'efficacité de Carnot, ce qui est bien cohérent. Une remarque, bien sûr, qui n'est pas, enfin bien sûr, qui n'est pas attendue, c'est juste pour développer. En réalité, a priori, le fluide, il n'est pas en contact direct avec les sources froides et les sources chaudes. Donc si on voulait être un petit peu plus réaliste dans la détermination de la valeur numérique de l'efficacité de Carnot, il serait plus réaliste de prendre les températures des changements d'état, comme température des sources froides et chaudes. C'est-à-dire que ici, si je reviens sur mon schéma, donc ici il va y avoir un changement d'état, il va y avoir une liquéfaction,
et ici, il va y avoir un changement d'état, il va y avoir une évaporation. Donc les températures qu'on pourrait considérer, pour les températures des sources chaudes et froides, ce sont les températures des changements d'état. Et si on fait ceci, j'ai fait l'application numérique pour un des 2 fluides. Heu, voilà, OK, je suis ici. Donc j'ai pris les températures des changements d'état pour le fluide R134A avec donc une température associée à la source froide qui va être la température du changement d'état qui va être de -10 °C. Et pour la source chaude, j'ai pris la température du changement d'état associée au transfert thermique avec la source chaude qui vaut 40 °C. Ça, ce sont les valeurs que l'on a dans le tableau. Eh bien, on trouve une efficacité de Carnot qui vaut 5,3, et vous voyez que dans ce cas-là, on a bien une efficacité qui va être plus importante que celle-ci, mais qui est, beaucoup moins en décalage que l'efficacité qu'on a trouvée, ici. Bon, c'est juste un commentaire un petit peu plus poussé, mais on n'est pas obligé de développer jusqu'à ce niveau. Dans la question I, on nous présente des caractéristiques de ces fluides en lien avec, l'impact sur, l'effet de serre, donc ça, c'est ce qui est noté ici dans la première ligne. Non, pardon, la contribution à l'effet de serre, c'est la deuxième ligne, ici. Donc on voit que le fluide R22 va contribuer plus fortement à l'effet de serre que le fluide R134A. Et en ce qui concerne la contribution sur la destruction, de l'ozone, on voit que le fluide R22 va contribuer, alors que le fluide R134A ne va pas contribuer du tout à la destruction de l'ozone. Donc si on regarde uniquement ces deux paramètres-là, eh bien, on voit que le fluide R134A est plus intéressant parce qu'il contribue, moins à l'effet de serre et il ne contribue pas du tout à la destruction de l'ozone, de la couche d'ozone. Par conséquent, on aurait tendance à utiliser, à employer préférentiellement ce fluide-là, R134A, et bien sûr, il y a un autre paramètre qu'on doit prendre en compte, c'est l'efficacité. Alors l'efficacité, elle est dans l'autre sens, parce que donc uniquement sur les critères, précédemment, c'est-à-dire effet de serre plus ozone, heu, le fluide R134A est plus intéressant. Maintenant, on voit que l'efficacité du fluide, l'efficacité de l'utilisation liée à l'utilisation du fluide R134A est plus faible. Donc là, on voit qu'on a une balance et une fois qu'on a dit ça, bah, il faut faire un choix, il faut prendre parti. Moi, ce que j'ai dit, c'est que étant donné qu'il y avait un faible écart d'efficacité, bah, j'allais trancher en faveur des autres paramètres. Donc je dis qu'il paraît judicieux de choisir le fluide R134A. Ici, ce qu'il faut, c'est montrer en fait qu'il y a une balance et faire un choix. Il n'y a pas vraiment de réponse qui est attendue, il faut exposer votre raisonnement. Question J. On travaille avec le fluide qui va être choisi à la question précédente. Donc nous, le fluide qu'on a choisi, c'est le fluide R134A. On nous donne le débit massique du fluide en régime stationnaire qui vaut 0,120 kg par seconde. Ça veut dire que vous placez à un endroit donné du circuit, eh bien en une seconde, il va y avoir 120 grammes, donc 0,120 kg du fluide qui va traverser la section considérée. Quelle est la puissance électrique qui va être consommée par le climatiseur? Et il faut déterminer également la puissance qui va être prélevée à la pièce. Quand on a ce type de question, ce qui est pertinent, c'est de raisonner par analyse dimensionnelle. Et ici, on voit, donc ça, c'est pas une formule à connaître, mais c'est une formule qu'on peut retrouver à l'aide des unités. Eh bien, la puissance électrique que va recevoir le fluide, euh, on voit qu'on peut la construire comme étant le produit du travail mécanique utile et du débit massique. En effet, le travail mécanique utile,
s'exprime en kilojoules par kilogramme et le débit massique s'exprime en kilogrammes par seconde, bien on voit que l'unité de masse ici va se simplifier et il va nous rester des kilojoules par seconde. Et puisque joule par seconde, ça correspond à l'unité watt, alors kilojoules par seconde, ça correspond à l'unité kilowatt, ce qui est bien cohérent avec l'unité d'une puissance. Vous voyez que le fait d'écrire ceci, ça revient à assimiler le travail mécanique utile comme un travail électrique. C'est-à-dire qu'on considère que tout le travail électrique qui va être fourni par le compresseur va être converti en travail mécanique utile. On considère donc le rendement de cette conversion électricité, électricité mécanique au niveau du compresseur est un rendement de 100%. Et on est obligé de faire cette hypothèse parce qu'il n'y a pas d'autre information dans l'énoncé. Une fois qu'on a ça, bien on peut faire l'application numérique. On a dit que pour le travail mécanique utile, on prenait la valeur de 35 kJ par kilogramme. Et puisqu'on s'intéresse... non, j'ai rien dit, ok. Donc ici on fait l'application numérique. En fait, à ce stade-là, on n'exploite pas l'information fluide R134A. On trouve 4,2 kW, qui est une valeur cohérente. Souvent, les systèmes électriques qu'on utilise dans le quotidien ont une puissance qui va être de l'ordre du kilowatt. Ensuite, pour déterminer la puissance thermique qui va être prélevée à la source froide, eh bien, on repart de l'expression de l'efficacité du climatiseur. On avait déterminé dans une question précédente que ça correspondait à QF sur WU. Eh bien, en divisant au numérateur et au dénominateur par delta T, on va avoir ici Q sur delta T et au dénominateur W sur delta T. Et on voit que au numérateur et au dénominateur, on a des grandeurs qui sont homogènes à des puissances. Eh bien, au numérateur, ce qu'on va voir, c'est la puissance thermique qui va être prélevée à la source froide, c'est-à-dire l'énergie thermique par seconde qui va être prélevée à la source froide. Et au dénominateur, ce qu'on va avoir, eh bien, ça va être la puissance électrique qui va être délivrée au compresseur. Si on isole ce qui nous intéresse, eh bien, on a la puissance thermique qui va être prélevée à la source froide, qui va être égale à la puissance électrique fois l'efficacité du climatiseur. On fait, euh, on fait l'application numérique, donc ça nous donne 4,2 et fois 3,8, donc c'est ici pour cette valeur numérique-là de l'efficacité qu'on exploite le fait que ici on travaille avec le fluide R134A. Donc ça c'est une valeur qu'on a trouvée précédemment. On fait l'application numérique avec une puissance électrique qui s'exprime en kilowatts, et puisque E est adimensionné, eh bien on va trouver une unité en kilowatts, ici pour la puissance thermique qui va être prélevée à la source froide. Et j'exprime le résultat à deux chiffres significatifs. Enfin, dernière question, on nous demande de tracer cette fois-ci l'allure du cycle de tracer l'allure du cycle donc précédent, cette fois-ci dans le diagramme de Clapeyron. P et petit v, c'est le volume ici massique. Alors, ce que j'ai fait pour les valeurs numériques de température, là j'ai travaillé avec le fluide qui a été choisi, c'est-à-dire le fluide R134A. Alors, comme on me demande de représenter l'allure, c'est difficile de savoir à quel niveau de précision on va travailler. Donc, voici moi ce que j'ai proposé, et je vais vous donner tous les éléments que j'ai utilisés. Donc, diagramme de Clapeyron. P ici en ordonnée, le volume massique ici donc V minuscule en abscisse. Je représente ici la courbe de saturation. Alors je ne l'ai pas représenté, mais on a le domaine liquide à gauche, on a le domaine liquide plus gazeux sous la courbe de saturation, et on a le domaine gazeux ici à droite. Cette courbe-là, la partie droite de la courbe de saturation, c'est la courbe pour laquelle on va avoir l'apparition de la première goutte de liquide, donc c'est la courbe de Rosé. Et la courbe gauche, c'est la courbe pour laquelle on va avoir l'apparition de la première bulle de gaz. Donc la courbe gauche de la courbe de saturation, c'est la courbe d'ébullition.
Ici, le sommet, c'est le point C, c'est le point critique, au-delà duquel on a le fluide supercritique. Dans l'état A, on sait qu'on est à la pression de 2 bars. Donc je peux représenter ceci, et on sait que de l'état A à l'état B, on va avoir une compression qui va être adiabatique réversible. De l'état A à l'état B, on est à l'état gazeux. Si on fait l'hypothèse que le fluide se comporte comme un gaz parfait, ce qui n'est pas le cas, ça ne nous est pas dit explicitement, mais si on fait cette hypothèse-là, alors on a l'état A et l'état B qui peuvent être reliés par la loi de Laplace, c'est-à-dire PV gamma égale à constante. Et on sait que quand on a cette relation PV gamma est égal à constante, eh bien on va avoir un lien euh, entre la pression et le volume qui va être de type hyperbolique. Donc si on a une relation hyperbolique entre la pression et le volume, ben avec le volume massique, il suffit de diviser par la masse, et on va avoir également une allure de type hyperbolique. Donc ici, encore une fois, on ne dit pas que on a un gaz parfait, mais d'utiliser ce modèle, de faire cette simplification, ça nous permet de trouver l'allure qui va relier le point A au point B. Donc ici, vous voyez, je ne suis pas allé en ligne droite, mais j'ai pris une allure d'hyperbole. Donc maintenant que je suis au point B, ici ça me permet d'avoir ce point B, cette allure-là, et je sais que la pression au point B, elle est de 10 bars. Je commence par expliquer tout ceci sans pour le moment mentionner les isothermes que j'ai représentés ici en couleur, en jaune, rose et vert. Donc je suis au point B, et on me dit que tout d'abord on a un refroidissement jusqu'à l'état I. Donc c'est à ce moment-là que j'exploite cette information qui est donnée dans l'énoncé. Et ensuite, on me dit qu'on a une liquéfaction totale jusqu'au point C. Et on me dit que ce refroidissement et cette liquéfaction se font à pression constante. Donc je suis au point C, toujours à la pression de 10 bars, et au point C, on me dit que c'est l'état de liquide saturant. Et en même temps, on a une liquéfaction totale. Donc on est à ce niveau-là. Ensuite, pour passer de l'état C à l'état D, on me dit qu'on a une détente, et je sais que le point D correspond à une pression, que la pression dans l'état D est à 2 bars. Je sais de plus que le point D, que l'état D est un état qui est diphasé. Donc, puisque c'est un état diphasé, alors forcément, il se situe sous la courbe de saturation, et forcément ici sur un palier de changement d'état. Donc je place comme ça le point D, et pour placer ici, pour déterminer l'allure de cette transformation CD, ben on nous dit que la détente dans le détendeur, elle est adiabatique, parce qu'on a un détendeur qui est calorifugé. Et si je fais l'hypothèse que cette détente, elle est adiabatique, ce qui n'est pas dit, encore une fois, mais je fais cette hypothèse que la détente, elle est brutale, donc on va avoir un... Non, pardon, excusez-moi. Cette détente, on me dit qu'elle est adiabatique, parce que le détendeur, il est calorifugé. Si je fais l'hypothèse que cette détente, elle va se dérouler très rapidement, ben on a une transformation qui va être quasi statique, et on va jusqu'à faire l'hypothèse qu'elle est réversible, qu'elle est quasi statique plus renversable. Donc ce qui n'est pas dit. Donc là, je fais une modélisation, ce qui me permet d'utiliser les lois de Laplace, et là encore d'avoir une allure de type hyperbolique. Donc par conséquent, ici, plutôt que d'y aller en ligne droite, ben, je vais représenter une allure hyperbolique. Et une fois ici que je suis dans l'état D, ben, j'ai bien, pour aller de l'état D à l'état A, on me dit qu'on a une évaporation complète. Donc ça me permet bien ici d'interpréter qu'on a un changement d'état, qu'on va avoir une évaporation totale. Donc on est bien sur un palier ici de changement d'état. Ok, quelles informations supplémentaires je peux faire si vraiment je veux préciser ce diagramme-là? On a vu dans le tableau que le titre vapeur, dans l'état D, on a déterminé qu'il était à... donc si je le retrouve... Donc pour le fluide R134A, le titre de la phase vapeur est à 0,33, donc 33%.
D'après le théorème des moments, ça veut dire que ce segment-là doit correspondre à 33 de tout ce segment-là. Ça, c'est d'après le théorème des moments. Donc vous voyez qu'à peu près, là je le fais approximativement, il faut pas, il faut surtout pas là y aller, forcément, à la règle parce qu'on nous demande de représenter l'allure. Donc la longueur de ce segment correspond à peu près à un tiers de la longueur de tout ce segment-là. Donc ça me permet de placer le point D environ ici et pas ici ou pas ici par exemple. OK, maintenant dernière précision, c'est l'utilisation des isothermes. On n'est pas obligé à mon avis de représenter. On sait que la température du point A vaut -10 degrés, donc on a aussi la température du changement d'état. On sait que la température du point C est de moins est de pardon 40 degrés Celsius, qui nous permet ici d'avoir la température du changement d'état. Et on sait également que la température du point B, cette température vaut 45 degrés Celsius. Donc je représente comme ceci les isothermes parce que je sais que dans le domaine liquide, les isothermes sont quasiment des droites verticales, donc je les représente ici. On sait bien sûr que sur les paliers ici de changement d'état, quand la pression est fixée, la température l'est fixée également. La température l'est aussi. Donc on va avoir des isothermes qui vont être des droites horizontales, ici pour les changements d'état. Et ensuite, on sait qu'on a sensiblement cette allure-là, en faisant l'hypothèse qu'on a un gaz parfait. Et donc on va avoir une allure de type hyperbolique. OK. Par conséquent, bah, une fois que j'ai ces isothermes-là, ça me permet ici de retrouver l'information, enfin d'interpréter l'information suivant laquelle quand on passe de l'état B à l'état I, on a bien un refroidissement parce qu'ici vous voyez qu'on passe de l'isotherme de 45 degrés à l'isotherme de 40 degrés Celsius. Voilà, j'espère que c'est clair. J'ai essayé de donner un maximum de détails qui ne sont pas indispensables à faire apparaître pour avoir la note maximale sur chacune des questions le jour d'un concours. Mais je donne un maximum d'informations. Encore une fois, vous pour vous permettre de comprendre un maximum de choses, parce que pour répondre clairement aux questions, même si on rentre pas dans le détail des explications, pour bien répondre facilement, il s'agit de bien comprendre les situations, d'où ces détails que j'apporte. Néanmoins, s'il persiste des questions sur ce que j'ai exposé, ou s'il persiste des questions parce que vous avez proposé quelque chose de différent de ce qui est présent dans la correction et que vous ne comprenez pas pourquoi ce que vous proposez est différent de la correction, que vous ne comprenez pas pourquoi ce que vous proposez n'est pas valable, alors surtout, n'hésitez pas à me poser la question. Et ce corrigé, vous l'aurez d'ailleurs comme les autres, vous les aurez au format papier. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi et demain vous aurez une vidéo sur, le début du prochain chapitre. Voilà, au revoir.